On a souvent cette sensation, non? D'être un peu débordé par l'info et en même temps d'avoir l'impression que le temps file, qu'il manque un peu de sens peut-être? Ah oui, c'est un sentiment très contemporain, ça. On se sent vite submergé. Et justement, aujourd'hui, on va explorer un peu ça à travers les idées de Bruno Jarosson. C'est un consultant, un auteur qui a pas mal réfléchi à comment la technologie, elle transforme notre rapport au savoir, au temps, même à la façon dont on résout les problèmes. Oui, il a des analyses assez fines là-dessus, basées sur ses observations. Voilà, on a regardé plusieurs de ses interventions, quelques écrits. L'objectif, c'est d'essayer de mieux saisir ce nouveau paysage, quoi, et puis voir s'il y a des pistes pour adapter notre façon de penser, d'apprendre. Bonne idée. C'est nécessaire, je crois. Alors, on commence par quoi, Sam? Peut-être par cette idée que la valeur même du savoir, elle a changé avec le numérique. Oui, c'est un excellent point de départ. Gerson, il aime bien rappeler un principe économique de base. Assez simple, en fait. Ah oui? La valeur d'une chose est souvent liée à sa rareté et surtout à ce que ça coûte de produire une unité de plus. Le coût marginal, comme on dit. D'accord. Et il prend l'exemple historique du poulet et du lapin. Autrefois, le lapin était commun, le poulet plus rare, plus cher. Puis, l'élevage industriel du poulet est arrivé. Mhm. Et ça a inversé la tendance. Le poulet est devenu bon marché, Exactement. parce que son coût marginal de production a chuté. Alors, comment ça s'applique à l'info? Oui, parce que l'information, c'est pas un poulet, justement. Ben non. Avant le numérique, l'info, que ce soit la musique, les idées, elle était liée à un support physique. Un disque, un livre. Et reproduire ce support, ça avait un coût. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est radicalement différent. L'information est partout, surabondante, et la copier, ça ne coûte quasiment rien. Zéro, ou presque. L'exemple type, c'est Wikipédia, Tout à j'imagine. fait. Une encyclopédie immense, hyper performante et gratuite. C'est un vrai paradoxe pour la pensée économique classique. Ça défie la logique habituelle. Tellement que Jarosson dit qu'Internet est une sorte de machine à détruire du PIB. Pensez aux emails gratuits qui ont remplacé les lettres postales payantes, par exemple. C'est une perte de valeur monétaire directe, en quelque sorte. Intéressant comme perspective. Et ça m'amène à une autre idée qu'il développe, cette distinction entre les natifs et les immigrés du numérique. Ah oui, c'est une distinction clé pour comprendre nos réactions différentes face à la technologie. Les natifs, donc nés après 1985 à peu près, ils ont grandi avec ça. C'est leur monde. C'est ça. Alors que les immigrés, nous, enfin ceux nés avant, on a dû apprendre à naviguer dans ce continent numérique plus tard. Et ça change pas mal de choses dans l'approche des problèmes. Il donne une anecdote assez parlante, je crois, sur un ordinateur en panne. Oui, l'immigré, face à la panne, il va chercher la cause profonde. Un peu comme un mécano qui cherche la pièce qui cloche dans un moteur. Il veut comprendre le pourquoi du comment. Logric, en somme. Alors que le natif, comme son fils dans l'exemple, il ne va pas forcément chercher la cause première. Il va plutôt pianoter, essayer des trucs, cliquer ici et là, chercher des solutions rapides en ligne. Sans forcément vouloir démonter la machine pour comprendre le bug exact. Voilà. L'objectif, c'est que ça remarche, vite. Un autre exemple qu'il donne, face à un texte illisible, genre des idéogrammes qui s'affichent mal. Oui, Le réflexe natif, ce n'est pas de se demander pourquoi mon système affiche ça, mais plutôt où est la solution. Et hop, direction un forum en ligne pour trouver la manip qui corrige. l'accès à la solution immédiate prime sur la compréhension causale. C'est une autre façon de fonctionner. C'est une compétence différente en fait. Cette agilité à trouver la ressource, la solution rapidement. Et tout ça, cette abondance d'infos, ces nouvelles manières de faire, ça a un impact direct sur notre rapport au temps, non? C'est un autre grand thème chez Jarousson, ce fameux « je manque de temps ». Ah oui, ce temps insensé comme il l'appelle. C'est frappant parce que, historiquement, même des gens très occupés comme Balzac ou François Ier, ils ne se plaignaient pas de manquer de temps de la même façon que nous aujourd'hui. C'est vrai. D'où vient cette impression alors? Ben, en partie de l'infinité des choix possibles qu'on a maintenant. Et surtout, de ce déluge d'informations. Le monde entier est littéralement au bout de nos doigts, sur nos écrans. Donc le problème, c'est déplacé. Avant, c'était difficile d'accéder à l'info. Exactement. L'enjeu, c'était de la trouver, Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trier. de filtrer. C'est tout à fait ça. Le défi majeur, c'est de sélectionner ce qui est pertinent dans cette masse énorme. Et Jarosson pointe un risque important lié à ça. Lequel? Celui de recevoir constamment des bribes d'informations très disparates, une info sur un coup d'État à l'autre bout du monde, une notification sur les réseaux, une pub, sans avoir le temps ou les outils pour les relier, pour leur donner du sens. Et ça peut créer une impression Chaos. de manque de cohérence. Oui,
que notre temps est fragmenté et que le monde lui-même manque peut-être de sens parce qu'on n'arrive plus à connecter les points. Ce qui nous conduit logiquement à la question de l'apprentissage. Si l'info est partout, mais qu'on peine à lui donner du sens, comment on apprend vraiment? Il critique un peu l'école traditionnelle, non? Oui, il soulève le risque que l'école, en se focalisant trop sur les notes, sur l'évaluation externe, finisse par tuer le plaisir d'apprendre, pour apprendre. Ce qu'il appelle la libido sciendi. La quoi? La libido sciendi, c'est cette pulsion naturelle, ce désir de savoir, de comprendre, juste pour le plaisir. Et pour Jarançon, l'émotion est absolument clé dans l'apprentissage. Il faut retrouver ça. C'est là qu'intervient son utilisation du théâtre, par exemple. Précisément. Quand il utilise une pièce comme Le Chemin des Dames, qui raconte une décision militaire tragique de la Première Guerre mondiale, pour parler de prise de décision en entreprise. Ça crée quelque chose de différent qu'un cours théorique. Exactement. Ça crée une expérience émotionnelle forte. Et cette émotion, elle prépare le cerveau et l'ouvre l'esprit à recevoir ensuite le contenu plus intellectuel d'une manière beaucoup plus profonde, plus marquante. L'émotion ancre le savoir. C'est une approche intéressante. Il dit aussi quelque chose sur la transmission, non? Que c'est un processus un peu incontrôlable. Oui, il insiste sur le fait que transmettre un savoir, c'est un processus indéfini. On ne maîtrise jamais vraiment comment l'autre personne va recevoir, interpréter et utiliser ce qu'on lui transmet. Il y a cette citation d'Allen Greenspan qui l'utilise, je crois. C'est ça. Si vous m'avez bien compris, c'est que je n'ai pas été clair. Ça illustre parfaitement cette idée que la communication parfaite, la transmission totale et maîtrisée, c'est une illusion. Ça remet l'accent sur quoi alors? Sur la relation, Oui, je pense. ça souligne que même à l'ère numérique, avec tous les outils, ce qui reste fondamental pour construire du sens, pour apprendre vraiment, c'est la qualité de la relation humaine dans l'échange. Donc, si on essaye de résumer un peu les grandes idées qu'on a effleurées, il y a cette valeur du savoir qui est complètement redéfinie par le numérique. Oui, la rareté qui disparaît. Des approches différentes entre générations face à la technologie, aux problèmes. Les natifs et les immigrés, oui. Un énorme défi pour gérer notre temps et surtout donner du sens face à cette surabondance d'informations. Le défi du tri et de la cohérence. Et enfin, un appel à repenser l'apprentissage en y remettant de l'émotion et en valorisant la relation humaine. C'est une très bonne synthèse des pistes qu'on trouve chez Jarousson, oui. Et pour finir, il y a une notion qui revient chez lui et qui m'a marqué, c'est celle du courage. Le courage nécessaire aux stratèges d'ici pour affronter le réel. Ça fait réfléchir. Oui, le courage de ne pas se voiler la face, de prendre des décisions difficiles. Alors je me demande, dans notre monde actuel où l'info semble infinie, où les solutions paraissent souvent à portée de clic, comme avec le pianotage des natifs, quelle forme prend ce courage intellectuel aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que ce serait justement le courage de ralentir un peu, de résister à la facilité de la réponse immédiate, d'aller creuser, chercher une compréhension plus nuancée, plus profonde, même si c'est plus long et plus exigeant que de juste trouver la solution rapide sur un forum? C'est une question qu'on peut laisser ouverte, peut-être.